Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Dojo. Radio Dojo, votre rendez-vous bimensuel un mercredi sur deux à 21h, bon, sauf aujourd'hui. Mesdames et messieurs, l'émission avec Rouge et Rond a eu beaucoup de succès et dans la foulée, j'ai reçu une demande assez particulière. J'ai reçu une personne qui se prénomme Laurent, on l'embrasse si elle nous regarde, qui est venue et qui nous a dit « Est-ce que ça vous intéresserait de parler d'arts martiaux français ?» Et j'étais surpris parce que, bon, quelque part je me doutais qu'il existait des arts martiaux français, mais c'est vrai que c'est un sujet que je connaissais pas. Et je me suis rendu compte que certains sports que l'on a acceptés comme tels étaient à la base des arts martiaux français et qui avaient toute une discipline, mais qui commence à péricliter. Et cette personne, du coup, Laurent, faisait partie d'une amicale, l'amicale des arts martiaux français. Et il m'a mis directement en lien avec une personne qui représente cette amicale et qui fait régulièrement des vidéos pour instruire sur le sujet. Il est sur YouTube, mais il fait également des lives sur Patreon, donc on mettra tous les liens en description. Je vous demande d'accueillir le Capitaine France. Salut à toi. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette plateforme où je n'ai pas l'habitude de participer. On va même dire que c'est la première fois, hein. Donc voilà, pour une première, bienvenue. Attends, oula, je fais une erreur. Hop, excusez-moi, petite erreur technique. Avec le nouvel overlay de Discord, j'ai plus l'habitude. Salut à Kranos36 qui vient de débarquer, qui débarque sur ce Twitch, enchanté. Comment tu vas ? Eh ben ma foi, ça va très très bien, hein. Passer une bonne semaine bien remplie entre les cours, le boulot, l'entraînement perso. Donc ça va. Très bien. Tu as déjà regardé Radio Dojo, donc tu sais qu'il y a une partie sur l'invité. On va poser quelques questions sur toi. On va parler un peu de toi parce que tu es aussi là pour ça. Oui. Est-ce que tu vas approfondir la présentation que j'ai faite et aussi nous expliquer quand ça a commencé ton lien avec les arts martiaux français ? Ok, je vais faire un descriptif assez rapide, hein. Alors, pour ma part, j'ai toujours pratiqué ou des sports de combat ou des arts martiaux. J'ai jamais fait de sport de balle ou de ballon, de trucs comme ça m'a jamais intéressé. Et on va dire vers mes 14-15 ans, je vais dans une salle de muscu et je vois deux gars en train de se foutre sur la gueule. Je trouve que ça a la classe. Et ces mecs faisaient de la boxe française. Moi, je demande à mes parents si je peux en faire et ils refusent, que c'est trop violent. Mais bon, ce n'était que partie remise puisque à mes 22 ans, donc je change de département, j'attaque ma nouvelle professionnelle. Et toujours dans l'idée de faire de la boxe française, eh bien, je me mets en quête d'un club et j'en trouve un, l'ASPTT de Rodez. Et donc en 2006, je m'inscris en tant que nouveau novice et je commence donc la boxe française sportive en 2006. Aux environs de 2009, à peu près, mon professeur nous fait une initiation des techniques oubliées ou des techniques interdites de boxe française. Et là, waouh, c'est génial, ça dépote. C'est que des coups de pute. Désolé pour le gros mot. Et c'est génial parce que en fait, c'est pragmatique, ça va direct là où il faut que ça aille. Et je lui demande, mais pourquoi on fait pas ça tout le temps? C'est ça que je veux faire. Les trucs codifiés, réglementés, ça va 5 minutes, mais après, voilà. Et là, il me dit, non, on peut pas, c'est interdit, donc on peut pas le faire, il faut pas le faire et tout. Mais on peut retrouver les techniques dans des rééditions Et donc, je me mets en quête de ces rééditions, j'en trouve un, donc c'est le traité de boxe française et de Cannes de maître Joseph Charlemont, édité en 1899. Et là, c'est littéralement la révélation. En fait, faire demi-tour est impossible, puisque dans ce livre, c'est une source d'information, et puis je m'aperçois qu'en fait, la boxe française, c'est pas du tout un sport de combat, c'est un art de combat, un art martial, et qui se combine avec le maniement des armes et qui se combine avec la lutte. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est 1000 fois mieux que ce que je pratique en club au niveau sportif. En 2012, je passe mon cas de qualification professionnelle dans la savate, donc la savate sportive. Et en 2015, j'abandonne donc la fédération de savate boxe française en tant que telle, je l'abandonne pour rejoindre une autre fédération qui s'appelle la Fédération des arts martiaux historiques européens, mais en ne pratiquant que des arts martiaux français et un petit peu d'épée allemande à l'époque.
parce que je trouvais pas de texte qui expliquait le maniement de l'épée à la française. Et au fur et à mesure de mes recherches, parce qu'il faut bien comprendre qu'entre 2010 et actuellement, donc depuis 2010, je passe mon temps à étudier des textes anciens qui ont au moins 150 ans d'ancienneté, on va dire. Là, je suis en train de travailler sur un qui a été écrit en 1660. Et donc, au fur et à mesure de mes découvertes, tout ça, ben, je me aperçois qu'en fait, il n'y a aucune fédération qui ne couvre ce que nous on fait. Et donc, ben, je quitte tout le monde. En 2020, je profite du grand chamboulement du Covid en 2020 pour prendre mon indépendance totale. Et ce faisant, ben, je rencontre des comparses, notamment Superfab. Et, et là, en fait, quand vous mettez deux fous au même endroit, au même moment, qui ont la même passion, eh ben, c'est atomique, quoi. Et en 2022, on crée l'Amicale des arts martiaux français avec Reynald, Henri et Robert. Donc Henri est parti, Robert s'est mis un peu en retrait parce il a fait sa carrière. Et donc on est 3 fondateurs pour le moment, Reynald, Fabien et moi-même. Et nous tâchons de mener la barque de l'Amicale autant que l'on peut. Actuellement, nous avons 115 adhérents à l'association. Donc depuis que l'association a fait des adhésions payantes à partir de juin 2024, à partir de juin 2024, on a fait des adhésions payantes et donc nous avons 115 personnes qui ont adhéré à l'association en connaissance de cause. Voilà, après si tu veux plus de détails, n'hésite pas à poser des questions. Non, mais c'est une centaine d'adhérents payants en quelques années, c'est déjà pas mal du tout. Et là, je vois qu'il y a... Quoi? Ouais, c'est même pas en quelques années, puisque là, c'est en même pas un an, on a une centaine d'adhérents en même pas un an, quoi. C'est encore mieux. On salue Bully T83 et on remercie Sayo d'accueillir les nouveaux. Toujours fidèle au poste. Et du coup, bon, tu as parlé un peu de boxe française. Mais quels autres styles font partie des arts martiaux français et même comment on définirait les arts martiaux français? Bah déjà, pour définir les arts martiaux français, c'est que culturellement, c'est français. Oui. Et là, tu vas me dire, ah ouais, mais dis donc, c'est bien comme réponse, ça. Ben oui, mais ça veut dire quelque chose. Puisque, contrairement à ce que certains peuvent dire, il existe une culture française. Oui. Et, et elle a le droit d'exister comme les autres, et elle a surtout... et nous avons, en tant que Français, le devoir de la protéger. Et de la rendre populaire, de continuer à la rendre populaire et surtout de ne pas la dénaturer. Le principe des arts martiaux français, c'est qu'ils soient adaptés aux gens qui vivent à la française. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va pratiquer la boxe française, on va la pratiquer avec des chaussures ou des chaussons pour pas se faire mal, et on va pas la pratiquer tout nu. Pas tout nu, mais pieds nus. Oui. Pourquoi pas pieds nus? Tout simplement parce que dans la rue, dans la vie de tous les jours, on n'est pas pieds nus. C'est pas notre culture d'être pieds nus le 90% du temps. On a une culture en Europe, et en France plus particulièrement, on a tendance à porter des chaussures. Donc on apprend à se battre avec des chaussures. Culturellement, au niveau de la bagarre, en France, il y a une culture de l'épée droite, de lame droite, et pas d'un sabre qu'on tient à 2 mains, avec un seul tranchant. Ouais. Voilà, culturellement, on va plutôt avoir tendance à pratiquer l'épée de pointe, l'épée de taille, le sabre à 1 main, mais pas le sabre à 2 mains. Voilà, par exemple. Parce que culturellement, le sabre à 2 mains en France, c'est plus qu'anecdotique et ça correspond à une bulle qui commence après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Mais on va dire sur les 1500 ans d'histoire de France, le sabre à 2 mains, ça n'existe pas. Même dans l'imaginaire collectif, moi je me souviens quand il y avait à l'époque des dessins animés sur les mousquetaires, les 3 mousquetaires de Dumas, on montre toujours les mousquetaires à tenir leur épée à 1 main. Oui. L'escrime française, elle se fait quand on a une arme légère, on le fait à 1 main, et on utilise les 2 mains quand on a une arme un peu plus lourde ou un peu plus longue, comme les armes d'ast ou les espadons, ou les grands estocs. Voilà, on va utiliser les 2 mains, mais parce que on a besoin des 2 mains pour pouvoir combattre avec. Sinon, l'arme est ou trop longue ou un peu trop lourde pour un seul bras.
Par exemple. On va avoir aussi tout ce qui est les jeux de lutte. Donc le sud de la France a été un vivier incroyable. À ce sujet, je vous convie à regarder les vidéos sur la chaîne YouTube de Superfab sur l'histoire de Paul Ponce, donc qui est un des plus grands lutteurs en France. Hein, l'histoire de Paul Ponce. La lutte en France, on n'a pas attendu le judo pour savoir lutter. Quoi. Hmm. Et donc, eh bien, savoir lutter en France, on s'habille pas en judogi. Et on n'est pas pieds nus sur un tapis. La lutte en France, ça se pratique pas comme ça normalement, de façon culturelle. Vous voyez, et en fait, c'est ça. Les AMF, on va dire, c'est une forme d'hygiène de vie, puisque pour pouvoir pratiquer, se faire rosser et sans se faire mal, eh ben, il faut avoir un corps qui est en condition. Donc, eh ben, il faut prendre soin de soi, faut manger quand même plutôt sainement, il faut éviter les excès. Il faut pratiquer de l'activité physique non destructrice et ensuite apprendre des techniques qui correspondent à l'esprit. Mensena in corpore sano. Mensena in corpore sano. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ce dicton ou ce proverbe ressort constamment dans les écrits, notamment au 19e siècle. Et celui qui peut-être l'a le mieux expliqué à mon sens, c'est Francisco Amoros. Alors Francisco Amoros n'est pas né français, mais il l'est devenu. C'est un ancien officier de l'armée espagnole qui a combattu contre la France durant les guerres de la Révolution. Et en fait, l'Espagne n'a jamais compris son message, mais la France, oui. Et donc, il quittera l'Espagne, il deviendra citoyen français après l'aventure du Premier Empire, et il deviendra, techniquement, il va devenir la pierre fondatrice, le créateur de la gymnastique moderne. L'école de Joinville, c'est lui, quoi. C'est tous les exercices qui ont été mal compris et mal faits à l'école actuelle, hein, ben, ça vient de lui. C'est Ah, il y a des petits faux contacts avec ton micro. Ton son a coupé pendant quelques secondes. Ah non, j'ai rien touché. C'est bizarre. J'ai rien touché du tout. Bon, je sais pas, peut-être le vent. Enfin, dans tous les cas, il faut vraiment comprendre qu'il y a... il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs si on veut quelque chose de pointilleux, de détaillé, de précis. Il n'y a pas besoin d'aller fantasmer sur d'autres cultures qui sont tout à fait honorables. Mais il n'y a pas besoin de dénaturer ces autres cultures en les ramenant ici. Alors on a tout ce qu'il faut déjà sur place. Et l'intéressant, c'est que c'est déjà en français dans le texte. C'est vrai, on n'a pas besoin de passer par des traducteurs ou d'aller voir telle vidéo. Oui, on a déjà les écrits en français, donc il n'y a plus qu'à servir, quoi. Il n'y a qu'à les lire. Même l'ancien français, c'est un peu compliqué des fois, mais bon, ben, avec l'habitude, on comprend les expressions, les tournures de phrases. Ben, on apprend un autre français qui est ancien, mais on le comprend, quoi. Et je veux dire, ça demande un peu de travail, mais quand on veut, on peut, quoi. D'ailleurs, quand j'ai commencé à préparer l'émission et que j'ai parlé du sujet autour de proches à moi, il y a deux noms de disciplines qui reviennent régulièrement, c'est la savate et la canne de combat. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, on y va. On a tout notre temps. Hein. Pour la savate aujourd'hui, le mot dont on l'entend aujourd'hui est quand même assez dénaturé par rapport à ce qu'il est à l'origine. Oui. Déjà, il faut toujours, comme dit Fabien, il faut toujours aller renifler au ras des pâquerettes. Et pour renifler au ras des pâquerettes, il faut aller voir ce que veulent dire les mots. Et la savate, c'est un mot qui désigne un objet. Cet objet, c'est une chaussure. Et c'est pas n'importe quelle chaussure, parce que c'est la chaussure que portent les militaires en son temps. Donc, prendre un coup de savate, c'est pas prendre un coup de pantoufle. Une savate, à l'époque, c'est un brodequin. Donc, un brodequin, c'est une chaussure assez lourde. Je pense que j'en ai là. Je vais peut-être pouvoir vous en montrer un. Oui. Hop là. Là, vous avez un brodequin militaire, voilà, qui est fait tout en cuir et dont la semelle, puisqu'à l'époque ils connaissaient pas ou moins c'est très compliqué d'avoir des semelles en caoutchouc, par exemple au début 20e siècle, mais avant il n'y en avait pas du tout. Ben, la semelle elle est cloutée et ferrée pour pas qu'elle s'abîme. Donc prendre un coup de pied pieds nus ou prendre un coup de pied avec une chaussure qui a des morceaux de fer dessus, la sensation n'est pas la même.
C'est vrai, la sensation est pas la même. Non, mais j'imagine Le- bien, pour prendre un truc de métal dans la tronche. Ah, j'ai la migraine. Alors, il y a même pas besoin de viser la tronche, hein, juste le tibia, ça suffit largement. Ouais, déjà, ouais. Déjà, donc, on s'aperçoit en fait que on combat pas pieds nus quand on fait de la savate, on combat pieds armés. Hmm. Et donc, si on est pieds armés, si les jambes sont armées, ça veut dire qu'on n'est plus dans une, pas vraiment dans un sport de combat ou une lutte amicale, mais on est plutôt dans une forme d'escrime déjà. Hmm. Donc, on va considérer que la savate est plutôt une escrime aux armes naturelles, d'où on va utiliser les pieds et les poings, les pieds armés et les mains plus ou moins nus, ça dépend si on arrive à avoir une canne ou autre, ou pouvoir faire de la lutte avec. Mais on n'est pas du tout sur du kickboxing, ça n'a rien à voir en fait. Oui, c'est pas. Philosophiquement, ça n'a rien à voir. On n'est pas sur les trucs de Muay Thai où on fait des gros coups de pied levés. Non, c'est autre chose. C'est autre Ouais, chose. en fait, on peut pas encaisser un coup de godasse qui est dur et ferré, on peut pas s'amuser à l'encaisser. On le fait une fois en fait. Mais ça saigne littéralement dès le premier coup. Bien fait, c'est dès le premier coup, ça ouvre la peau. Il y a Ellie qui répond: manger combo de 5 kilos cuir fer pour avoir 5 fers à cheval en guise d'étoile, t'as de quoi voir la lune en plein jour. Oui, alors il n'y a même pas besoin de monter à 5 kilos. Ouais. Bon, la chaussure à l'époque, elle oscille entre 900 grammes et 1,2 kg. Ce qui est déjà pas mal. Sachant que ça fait un entraînement quotidien. Hein, donc, pour pouvoir marcher, il faut forcer. Donc au bout d'un moment, on a des bons cuisseaux. Quoi. Et alors, par rapport à la canne de combat, alors là, ça va être un peu long. La canne de combat telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est littéralement un jeu. C'est un jeu de canne qui n'a de combat que le nom. Hein. Et même de canne, ça a vraiment que le nom aussi, puisque l'objet est totalement dénaturé. Une canne, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un outil pour pouvoir s'aider à marcher, Oui. qui est adapté à son porteur, qui peut être ferré, décoré, agrémenté, voire même des cannes à système. Il y a eu des cannes pistolets, par exemple. Donc une canne, ça a quand même une vocation à être solide. Hmm. Donc le but, c'est quand même de supporter le poids de quelqu'un. On s'aperçoit aussi quand même que par la forme de la canne, ça ressemble plus ou moins quand même ça on pourrait dire une épée ou un sabre. Donc on peut faire des transferts techniques en adaptant à l'objet, à partir des mouvements de type de l'espadon, hein, c'est-à-dire du sabre, des moulinets, pour venir faire des coups contondants à la canne. Alors si votre canne elle pèse entre 300 et 500 grammes, vous n'allez pas avoir les mêmes effets que canne à juste 100 grammes. Et c'est ça, la canne de combat, en fait, les cannes sont au niveau du poids, c'est très réglementé, il faut qu'elles soient très légères. Donc le jeu change totalement, il y a des règles aussi, hein, qu'il ne faut pas pointer, il ne faut pas mettre des coups de pointe, tout ça. Donc ça, donc à partir du moment où il y a un interdit, on n'est plus du tout dans du martial même, on est dans un jeu, mais c'est très bien le jeu, mais il faut que ce soit honnête, il faut le dire. Et on va dire traditionnellement parlant, sur la façon de manier l'objet, donc le créateur de la canne de combat, qui s'appelle Maurice Sarri, dans les années 70, je crois, il a voulu renverser, sans qu'il était le meilleur, donc il a créé la canne de combat, et donc il a créé un style qui n'a de combat vraiment que le nom, et qui a vraiment dénaturé l'image même de l'escrime à la canne. L'escrime à la canne, c'est la défense civile par excellence. Vous avez un objet qui ne vous sert pas à vous battre à la base, mais qui peut le faire si c'est nécessaire. Et on a un très bon exemple de ce, entre guillemets, détournement d'objets. Par exemple, le maniement du parapluie tel que l'a conçu maître Roger Lafont à Paris. Il est parti du parapluie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un parapluie? Il a développé tout un système autour du parapluie où on part d'un objet qui est innocent, mais qui peut tout à fait aider à la défense civile, c'est-à-dire un objet qui ne tue pas, qui n'est pas fait pour tuer, mais qui peut permettre de sauver sa vie. Ah, du coup, ouais, alors ça me rappelle un truc, mais ça me rappelle ça me rappelle que très souvent dans certains films, il y avait des personnages qui utilisaient n'importe quoi comme arme, genre par exemple une chaise, et il éclatait sur la gueule du gars. La chaise, ça sert pas à attaquer, mais pourtant ouais. Mais alors Oui,
C'est plus difficile à justifier de se balader dans la rue avec une chaise Oui, c'est plutôt vrai. qu'avec un parapluie. Mais par Ouais. exemple, t'es dans une salle commune, il y a une table avec des chaises, bon, tu prends la chaise, tu l'éclates sur la gueule du mec. Mais effectivement, et en plus, c'est pas mortel, ça assomme, mais c'est pas mortel. Ça dépend les chaises, on va dire. Ouais. Et du coup, et il y avait justement Elysion qui se posait cette question-là. Qu'est-ce qui différencie vu qu'on parlait de la savate, qu'est-ce qui différencie les grades de la savate des grades des autres arts martiaux d'Extrême-Orient, par exemple, genre karaté, kung-fu. Alors, en fait, qu'est-ce qui les différencie? Moi, je dirais qu'est-ce qui les rapproche? Ah, La satisfaction de l'ego. ok. Ouais. Les grades n'ont strictement aucune valeur en vérité. D'accord. Quand on est honnête avec soi-même, on veut savoir quel est son niveau, eh ben on va affronter les plus forts de son club et on voit où est-ce qu'on en est. Il n'y a, D'accord. qu'une vérité dans la pratique martiale, il n'y a qu'une vérité, c'est l'assaut. Soit je gagne, soit je perds, ou soit on est sur une égalité. Ok. Mais le grade, c'est juste l'expression de l'ego. D'accord, C'est tout. donc. C'est parce que c'est vrai que nous, quand on imagine par exemple dans le karaté, par exemple, on imagine, ah, le mec il est ceinture noire, ouais, je vais éviter de me frotter à lui. Mais en fait, toi tu dis que c'est juste pour satisfaire l'ego de quelqu'un, c'est en mode je suis ceinture noire. Après, c'est un outil pédagogique, on va dire, pour motiver les gens. L'idée, ça a toujours été vu qu'on est quand même sur des salles privées ou des associations qui ont besoin d'argent, il faut, il faut tabler sur le fait que les gens aient envie de revenir. Si tu les prends pour des adultes, donc tu les considères comme des adultes et tu leur demandes de s'auto-juger eux-mêmes à chaque cours, durant tous les assauts, tout le temps, ils vont pas y arriver. Donc tu vas leur donner des grades, et ça va satisfaire leurs égos, et ça va leur donner des objectifs, voilà, et c'est tout. Et après, tu as le système sportif qui rentre dedans pour classifier. C'est vraiment un système dans lequel on est totalement... Enfin, moi, je suis totalement étranger, et en fait, pour moi, ça me parle pas. Les grades, c'est pour les enfants. Voilà. C'est pas pour les... Une personne adulte n'a pas besoin de grades. Je vois. Donc c'est. Ouais, donc si je te pose si je te demande si je te demande quels sont les grades en savate, tu. Moi, je fais pas partie de la fédé de savate, donc les grades... Nous, dans D'accord. l'amical, il n'y a pas de grade. On s'en fout complètement. Par D'accord. contre, nous, ce qui compte pour nous, c'est tu viens au club et comment ça se passe au club, comment tu gères les assauts, comment tu gères une situation, comment tu arrives à passer d'une distance à une autre, comment tu arrives à gérer le maniement de la canne en main droite ou en main gauche, tu arrives à passer ensuite sur l'escrime de pointe, comment est-ce que tu arrives à lutter, voilà. Nous, c'est ça qui compte, c'est la compétence. Il y a On s'en Ellie. fout. Il y a Ellie qui dit l'artiste martial est un Ryo qui n'attend que le prochain combat. Le pratiquant parade d'une jolie couleur. Ouais, enfin, voilà, Ryu, je sais pas ce que ça veut dire, mais C'est un personnage de le Street Fighter, c'est pour ça en fait. ok, d'accord. Et, mais ouais, c'est plutôt ça, ouais. C'est plutôt ça. Ouais. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Ouais. Mais c'est Si vrai vous êtes vraiment dans une démarche martiale, vous n'avez pas besoin de ceinture, vous n'avez pas besoin de grade, quoi. Vous savez où vous en êtes. c'est vrai que Si vous êtes honnête avec vous-même, c'est vrai que la plupart du temps, quand on voit des artistes martiaux s'affronter, c'est plus en mode viens, on mesure nos forces, toi et moi. Mais ça va pas plus loin. ouais. C'est juste, voilà, on fait un bon combat. Même souvent dans les mangas, et c'est souvent viens, on fait un bon combat tous les deux. C'est même pas en mode hostile. Non, non, viens, on fait un combat tous les deux. C'est très souvent, c'est ça. Et puis il n'y a pas de médaille, on s'en fout. Oui. C'est juste pour la passion de la Oui, discipline. Ouais, c'est ce qui est respectable quelque oui, part. c'est juste pour savoir, mais après, aujourd'hui c'est moi peut-être qui vais gagner, mais demain ce sera peut-être toi. Si je veux continuer à gagner, il faut que je continue à m'entraîner. Et il faut pas que je me repose sur mes lauriers. Mm. Et Et si je perds, c'est pas grave. non, c'est ça. Quels sont on va essayer de replonger un peu plus historiquement parce que il y a une question qu'on peut se poser. C'est quelles sont les racines historiques des arts martiaux français? Est-ce que c'est ce que tu as mentionné ou ça remonte encore bien plus loin? Techniquement, on peut considérer que la France est France depuis le couronnement de Clovis. Oui, premier roi Parce qu'en fait, franc-chrétien historiquement. déjà, on va renifler au niveau des pâquerettes. Euh, le mot France et français, ça vient d'un mot, quoi. Ça Et le vient des mot francs. Ouais. vient d'un peuple qui s'appelait les Francs. Bon, ben Exact. voilà, à partir du moment où les Francs dominent la région,
correspond au territoire français, ben, on peut considérer que la France devient France, puisqu'il y a des Francs qui vivent dessus. Hmm. Donc, bon, à peu près 1500 ans. Non, mais d'accord, mais je parle des arts martiaux, là, surtout. Des origines. Les Francs, ils ont bien dû se bagarrer. Ils se sont notamment bagarrés avec les Visigoths. Bon, on va te dire, c'est du combat, c'est pas spécialement de l'art martial. Ben, enfin, du combat. Alors, je vais clarifier moi par rapport à moi. Le combat, comme on l'entend aujourd'hui, c'est fait plutôt sportif. Après, c'est de la guerre, quoi. Mais je veux dire, les Francs, ils sont pas arrivés la fleur au bouclier, on va dire, en disant bon ben voilà, ben maintenant c'est la France. C'est pas passé comme ça. Non, bien sûr. Il y avait les Visigoths à la place. Bah, ils leur ont foutu sur la gueule, ils les ont dégagés. Donc, ben, ça veut dire que les Francs savaient se battre. Oui. Et donc, ben, ça veut dire qu'ils avaient déjà des arts martiaux. D'accord, de l'art martial découle le combat. D'accord, ouais. C'est-à-dire que pour fendre le crâne du mec qui a cassé le vase de Soissons, il a fallu qu'il s'entraîne un peu, le pélo, quoi. Ben, disons qu'il faut qu'il sache de quoi il parle. Oui. Donc, techniquement, l'histoire d'un peuple et ses arts martiaux sont liés intrinsèquement, puisque un peuple qui ne sait pas se battre devient un esclave automatiquement. Bien sûr. Il disparaît. Voilà. Le peuple faible, ben, on le voit dans l'Antiquité, bon, les Étrusques ont disparu, il y a plein de populations qui se sont fait noyer par des empires qui étaient plus forts. Ben, pourquoi? Ben, parce que leur façon de combattre pas au point ou tout ça, et puis bon, ben, ça disparaît. Donc, techniquement, l'art martial d'une population, l'art martial culturel d'une population, ben, il est lié intrinsèquement à la population. Napoléon n'a pas combattu les coalitions européennes en s'habillant en judogi avec des katanas. Oui, effectivement, oui. Oui, non, mais je veux dire, c'est des réalités, mais les gens se posent la question, mais les arts martiaux français, je savais pas que ça existait, tout ça. Mais je sais pas, tu connais pas un petit peu l'histoire de France? Visiblement, non, quoi. Bah c'est surtout qu'on a du mal, et on a du mal, on sait pas faire c'est surtout que les gens ont du mal à dissocier art martial et parce que pour eux, quand ils parlent de guerre, ils parlent pas forcément d'art martial. Ils parlent de, on va sectionner, on va flinguer l'autre d'en face. Mais c'est vrai qu'on fait pas forcément le rapprochement entre art martial et combat pur et dur où le but c'est de maraver l'autre. En art martial, on a des adversaires, c'est pas des ennemis. On cherche pas à les détruire, on cherche à les combattre. Le but de l'art martial, c'est de sauver sa vie. La première chose, apprendre à se défendre ou à se battre. Le premier but, c'est de sauver sa vie. Il y a une très belle phrase du général Patton qui dit: le but d'une guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire que le mec d'en face le fasse pour le sien. Et oui. Donc, contrairement à l'idée romantique qu'on peut avoir de l'art martial et qui vient souvent avec cette histoire toute la japonisation de la société européenne au niveau martial, hein. Il y a vraiment avec le code Bushido, tout ça. Tout ça, c'est du flan, hein, tout ça. Vraiment, on croit savoir, mais enfin, c'est vraiment du flan. Hein. Rien que le code Bushido, c'est un japonais chrétien qui l'a écrit aux États-Unis. C'est pas un japonais pure souche. Donc, et ce mec s'est inspiré de la chevalerie européenne pour écrire son code Bushido. Donc, même là, si tu veux, faut remettre les à l'heure. L'art martial, ce qu'on appelle l'art martial, c'est pas quelque chose de zen, c'est pas quelque chose de gentil, c'est quelque chose qui aide à survivre. Tout simplement. Donc, on survit sans tuer quelqu'un, c'est très bien, ça se passe mal, le but c'est de là, pour pouvoir s'entraîner à l'art martial, puisque vu que ce sont des techniques qui sont excessivement dangereuses, on va développer tout un système, tout un panel de jeux, de pratiques, pour pouvoir s'approcher de la réalité sans franchir le Rubicon de la blessure en l'entraînement. Là aussi, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Jusqu'à très récemment dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire il n'y a même pas 100 ans, une déchirure de ligament, c'est insoignable. C'est insoignable. Déjà parce qu'on ne sait pas voir comment c'est dedans, ou si on ouvre, le gars il va mourir de la septicémie qui va suivre. Donc s'entraîner et se blesser à la pratique martiale jusque dans les années 50, on va dire, c'est une perte humaine, puisque le gars il est blessé, il peut plus servir son pays. Ça coûte des sous. Et puis alors si le gars c'est du loisir, il se blesse en loisir,
il met sa famille dans une panade monumentale puisqu'il peut plus gagner d'argent. Je crois que c'était Jean-Baptiste Lully, il est juste en tapant le rythme avec sa canne, il se l'était planté dans le pied, il est mort comme un con comme ça, quoi. Parce qu'il avait chopé la gangrène, je crois. Des trucs idiots, des morts idiotes, ça manque pas quoi dans Oui. l'histoire de l'humanité. Donc, donc, et c'est là qu'on voit où les arts martiaux français ont bien compris ça en lisant les textes. Mais comme j'ai dit, tout est écrit, il n'y a qu'à lire les textes. Et tout est fait en sorte que le pratiquant ne se blesse pas à l'entraînement. Mm. Et lorsque on va travailler sur des techniques qui peuvent être potentiellement dangereuses, hein, ben le niveau d'intensité va descendre presque à zéro. Parce que la blessure est un signe d'incompétence du professeur et d'incompréhension de ce qu'ils font des élèves. Mm. Et ça, c'est tout à fait le contraire aujourd'hui, où on voit, c'était un YouTuber là qui fait des Grégotte, ouais. Et il a fait une vidéo où il explique ses blessures, tout ça, et il donne une statistique. Il y a 900 000 personnes en France qui se blessent dues au sport par an. 900 000 blessés par an. Si on ramène ça juste avant la Première Guerre mondiale, c'est quasiment 1 million d'hommes indisponibles pour la guerre. Donc il y aurait ce taux de blessure en 1910, les sports seraient interdits. Parce que ça détruit trop de vies en fait. Mm. Et c'est pour ça que quand on voit les vidéos d'époque, on a une tendance à voir, ah là, dis donc, les mecs ne veulent pas se faire mal, là, c'est des rigolos, ils veulent pas se blesser, tout ça. Ben oui, ils veulent pas se blesser parce qu'il faut pas les soigner. Donc la pratique martiale, apprendre les arts martiaux, c'est apprendre des choses extrêmement dangereuses, en passant par des rituels ou des jeux, qui vont amener le pratiquant à développer des compétences de vitesse, de précision, de la gestion du temps et de la mesure. Le temps, c'est le temps d'action, et la mesure, c'est la distance. Est-ce que je suis en danger? Est-ce que je suis le danger? Est-ce que je suis hors danger? Est-ce qu'il est plus rapide que moi? Moins rapide? Est-ce que je peux faire tout ça? Donc en fait, on n'est pas dans un sport de combat. On est dans littéralement la science des arts. Et ça, c'est un autre niveau. C'est autre chose. Mais pour ça, on peut pas le comprendre. On peut pas comprendre l'esprit des arts martiaux français si on ne lit pas les pensées des maîtres d'alors. Revenir à la source. Oui, bien sûr. Et les mecs, c'était leur vie. Vivre des armes, c'était leur vie. Pourquoi est-ce qu'on ne les croirait pas? Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'avec ça, effectivement, ça semble logique que les arts martiaux aient débuté dès le moment où le pays a été formé. Effectivement, oui. Mais c'est vrai que quand on pense arts martiaux, on pense tout de suite Extrême-Orient. Ce qui est une connerie, effectivement. Et attends, tu parlais des dangers des arts martiaux. Quels sont les comment expliquer ça? Quelles sont les vertus à l'inverse, quelles sont les vertus que ça peut avoir les arts martiaux par rapport à ceux d'Extrême-Orient? Quelle plus-value ça apporte par rapport que ce soit physique et mental, j'entends. Alors à mon sens, bon, alors aussi c'est une question qui a l'air simple, mais la réponse est complexe. Je me doute. Je te simplifie pas la tâche, je suis désolé. Non, moi, ça me permet de m'exprimer, ça me permet de développer mon plan et d'essayer de faire comprendre le mieux ma position. Déjà, le fait de pratiquer un ou des arts martiaux français par rapport au fait de faire autre chose, sans enlever la moindre valeur à... D'accord? Tout est honorable. Ils sont tous honorables. Bien sûr. Mais quand même, à mon sens, il me paraît un peu plus normal que, dans un pays comme la France, l'écrasante majorité des pratiquants martialistes pratiquent des arts martiaux français. Ce qui n'est pas vrai. Hein. Bien sûr. On est en train on tâche de sauver la tradition. Ça veut dire que la tradition est en danger de disparition. C'est aussi pour ça que je t'invite d'ailleurs au passage. Oui, et je t'en remercie. Donc, déjà, culturellement, et sans aucune idée aucune idée de politique, hein, vraiment, c'est que culturellement, c'est
expliquer au monde que nous ne sommes pas morts, et nous sommes la culture. Hmm. C'est-à-dire que nous allons, tous, des quatre coins de la France, des quatre coins du monde, des Français qui sont aux quatre coins du monde, ou de toute personne qui se sent habitée par l'esprit français, nous allons cultiver cette culture des armes à la française, Hmm. et nous allons faire en sorte qu'elle vive. Donc déjà, il y a une approche continuité traditionnelle. La tradition, c'est pas sale. Hein. Bon, il y a des traditions qui sont très spéciales. Je suis pas forcément d'accord. Je parle pas au niveau que français, mais voilà, il y a des trucs où je suis forcément d'accord de transmission traditionnelle. Mais c'est chaque peuple décide de ce qu'il veut faire ou pas. Mais moi, je considère que sauver la tradition martiale française, c'est pas un truc nul. Ouais, c'est du patriotisme, disons les termes. Sachant que le patriotisme, ça n'a jamais été négatif. C'est une forme d'amour de soi et d'amour de ceux qui ont été avant soi. Bien sûr. Et aussi l'amour de ceux qui viendront après, parce qu'on va leur donner quelque chose. Si on part du principe qu'on n'est qu'un vecteur de transfert de connaissances, ben, je récupère une information qui date de plusieurs siècles, je l'adapte à mon temps, parce que ce soit ben, surtout sur la forme, pas forcément sur le fond, mais surtout sur la forme, je l'adapte à mon temps et je la transmets aux nouvelles générations. Ben, ils transmettront à d'autres. Donc on tisse un fil, tu vois, un fil tendu entre nous et eux. Et eux, ben, sont des gens qui ont vécu plusieurs siècles avant. On lit leurs textes, on comprend leurs textes, on travaille les exercices qu'ils écrivent dans leurs textes. Et en fait, ben, c'est comme si on pas les connaissait, mais on a un lien avec eux. On a un lien culturel, un lien de langue, ben, on vit sur le même territoire, on porte les mêmes prénoms. On fantasme pas sur Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi est quelqu'un de honorable, c'est très bien. Mais moi, j'ai aucun lien avec cet homme. Par contre, Maître Philibert de la Touche, ou Joseph Charlemont, ou que sais-je encore, eh ben, oui, j'ai des liens avec eux. On parle la même langue, on vit sur le même territoire, on mange de la même façon, on a plus ou moins la même vision de la vie, ou la même culture religieuse, ou façon de vie. Je veux dire, ça sort pas de nulle part. Rogeron avait dit d'ailleurs à l'époque, il y a quelques temps, dans un entretien avec Greg Tabibian, c'est quoi un pays? C'est les morts, les vivants, les à naître. Oui, c'est ça. Donc ça, déjà rien qu'au niveau moral, Bien sûr. Pratiquer les AMF, bon, déjà ben, ça vous situe dans votre territoire. Je me doutais que ce côté-là viendrait, mais oui, effectivement. Ouais, mais pour moi, c'est Oui. quelque chose de fondamental. C'est pas secondaire. Oui. Ensuite, la pratique entraîne, comme je le disais tout à l'heure, ben, pour pouvoir pratiquer du bâton, il faut avoir quand même une tenue physique. C'est-à-dire que le bâton, il faut le tenir quand même. Quand on commence à lui faire prendre de la vitesse, ça tire sur les ligaments, ça tire sur les muscles, ça demande de la souplesse du buste, ça demande donc une compétence physique. Et donc ben, pour ça, ben, il faut s'entraîner. Donc si on s'entraîne, on a une condition physique qui se met en place. Donc ça veut dire qu'on a le corps qui est aguerri. Ça veut dire qu'on a les muscles qui prennent en vitesse, qui prennent en tonus, qui prennent en élasticité. Et on a le corps qui réagit à tout ça. Donc on a un corps qui est prêt à l'action. Et ça, je pense pas que ce soit négatif. Bien sûr. Le troisième aspect, c'est que ben, quand on commence à faire du jeu à deux, que ce soit de l'échange, voire même de l'assaut, eh bien, on a une foule d'informations qui apparaissent. Est-ce que j'attaque? Est-ce qu'il attaque? Est-ce que je pars? Est-ce que je suis à la bonne distance? Donc on a le cerveau qui rentre en branle là, qui turbine à fond, et donc on va dire, on habitue son cerveau à travailler dans l'urgence absolue. Parce que l'autre, quand il commence à attaquer, on n'a pas 10 ans pour réfléchir. En fait, on n'a pas le temps. On voit l'information, qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc ben ça, c'est l'entraînement par le jeu au début, puis petit à petit, on augmente la difficulté, soit en faisant du thème, ou en bloquant certaines techniques, tout ça, mais on construit la pédagogie comme ça, jusqu'à arriver à l'assaut libre, où là, c'est l'inconnu total pour les deux. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on veut pas se faire mal, mais on va faire le maximum pour montrer sa supériorité technique et physique aussi. Montrer qu'on est plus aguerri, on tient mieux. Donc déjà sur ces deux aspects physiques, physiques et moraux, on a un esprit qui est aiguisé en même temps. À ça, on rajoute donc une sérénité culturelle, une identité assumée. Et après, on se retrouve avec des gens qui sont capables
Alors, capable de quoi? Et bien là, suffit de se replonger là aussi dans les bouquins, notamment avec Amoros, mais aussi Georges Hébert. Et là, on est en totale opposition avec une certaine pensée germanique, Nietzsche, où Nietzsche, le fort doit écraser le faible, voilà, il est fort et le faible est faible parce que... Ça, c'est une pensée plutôt germanique. Et bien la pensée en France, c'est le fort a pour mission de secourir et d'aider les malheureux et les malchanceux en tout temps et en tout lieu. Et ça, c'est pas anodin ce que ça veut dire. Ça veut dire que le fort n'est pas là pour opprimer. Le fort, il est là pour devenir protecteur de la société dans laquelle il vit. On est dans une vision totalement altruiste. C'est-à-dire qu'on ne devient pas fort pour soi-même pour montrer qu'on est fort. On devient fort pour son plaisir. Ce plaisir d'être en bonne forme, d'être quelqu'un de déguisé. Avec toujours derrière le chassant qui dit que si les autres ont besoin de moi, je serai... Je vois, ouais. Eh ouais, mais ça change tout. Et oui, ça change tout, parce que là, vous avez une société vertueuse. Une société, comme dit Amoros, qui aime la bienfaisance. La bienveillance, c'est facile d'être bienveillant. Agir derrière, c'est... Voilà, on fait un peu de démagogie, voilà, je suis bienveillant, c'est très bien. Ouais. C'est pas bien qu'il y ait des pauvres, tout ça, ou c'est, voilà, l'autre il s'est blessé, il a boité. Ça, c'est la bienveillance. On est bienveillant, c'est très bien, mais il n'y a rien derrière. La bienfaisance, c'est le passage à l'action. L'action domine tout, au final. Je vois. Donc, c'est très bien d'avoir le verbe, mais avec les arts martiaux français, ben, vient maintenant, pas l'obligation, mais la conclusion, qui est un mur qui nous arrive en plein à la gueule, qu'il faut agir. On peut agir, et en plus, on est prêt pour ça. Que ce soit pour monter dans un arbre, pour aller chercher, pour aller porter un enfant qui s'est fait mal, aider une mamie qui est tombée par terre et qui n'arrive pas à se relever. Ben, si je suis un impotent, ben, je peux rien faire, je sers à... Et si je suis une personne qui a une condition physique, même si ça n'a rien à voir avec le fait d'aider une personne à se relever, eh ben oui, ben je l'ai aidé. Donc j'ai servi à quelque chose. Donc toutes mes années d'entraînement se sont résumées au fait que j'ai pu sauver une personne. Et ça, c'est pas merveilleux, ça. Venir en aide aux plus faibles. Les Américains nous ont piqué ça pour leurs super-héros. Alors oui, alors les super-héros, là, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Ouais, il y a des coupeurs de micro, je sais, Bully, mais on sait pas d'où ça vient. Et ouais, je sais pas, parce que là, c'est le micro habituel sur mon PC, donc je comprends pas pourquoi. C'est peut-être la sensibilité du micro, peut-être, je sais pas. Il y a beaucoup de vent chez moi, je sais pas. Donc les super-héros, faut pas croire que c'est une invention américaine. Hein. Je m'en doutais. Le super-héros, c'est quand même un truc qui est bien ancré dans la culture française. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, c'est pas mon sujet de prédilection, mais il faut bien comprendre que le super-héros, c'est pas américain. Oui. Voilà. Mais ils nous l'ont piqué, comme plein de trucs. Oui, mais les Américains sont très forts pour ça. Nous, on invente et eux, ils commercialisent. même leur bouffe la plus connue. Regarde la bouffe Tex-Mex. Ouais, mais c'est des Mexicains qui l'ont fait. Voilà. Les California Rolls, c'est des Japonais. Voilà, c'est. Donc. Voilà. Il y a John qui dit: t'arrive-t-il de potasser ces sujets avec des assos comme l'AMHE par exemple, compte tenu de l'ancienneté de ces pratiques? J'ai fait partie des AMHE à une époque, pendant 5 ans. Mais. On va dire la divergence, oui. La divergence principale, c'était que les AMHE s'intéressent vraiment à tout ce qui se passe au niveau européen. Et alors que moi, ça m'intéresse pas, pas plus que ça. En fait, je suis un ignorant de ma propre... Alors, je vais pas tout le temps aller apprendre... Déjà, il faut que j'apprenne la langue. La langue, que ce soit... il faut maîtriser l'anglais, il faut maîtriser l'allemand, il faut maîtriser l'espagnol, il faut maîtriser l'italien. J'ai du mal à bien parler français correctement sans anglicisme. Alors, aller chercher des langues anciennes, il faut que j'apprenne tout. C'est une perte de temps. Et on m'avait fait la remarque une fois, mais pourquoi tu t'intéresses pas aux autres trucs? Et j'ai dit, parce que ça m'intéresse pas. Je ne m'y intéresse pas parce que ça ne m'intéresse pas. Et en plus de ça, la culture française est totalement passée sous silence. Comme si c'était anecdotique. Mais là, j'ai fait, et je suis en train de faire une grosse enquête sur
la rapière, le mot la rapière, d'où ça vient, pourquoi. Et en fait, je m'aperçois, on est dans du romantisme fou, quoi. Je dirais pas que tout ce qu'on nous dit aujourd'hui à ce sujet est faux. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées, il y a beaucoup de romantisme, il y a du fantasme. On est à la limite du fantasme garçonnet qui s'amuse à essayer d'imiter les terres d'Alexandre. On en est là. Il y a Lucas qui dit les chevaliers de l'époque de Chrétien de Troyes sont des super-héros. Ben, quand tu vas jusqu'à chercher le sang du Christ, oui, effectivement, là, c'est quand même quelque chose de super héroïque. Oui, ben Roland, hein. Roland de Roncevaux, techniquement, c'est un super-héros. Hein. Ouais. Bayard, le chevalier Bayard, c'est un super-héros qui a existé pour de vrai, en plus. Des gars comme ça, des surcoufs, des marins virilement membrés. Il en manque pas dans l'histoire de France. Au niveau de la cavalerie, le général Lassalle, je crois que c'est bien lui qui a réussi à capturer des navires avec une charge de cavalerie. Et ouais, non, mais il a capturé des navires avec une charge de cavalerie. Ouais. Ouais. Parce que les navires étaient pris dans la glace sur la mer. Et il a chargé avec ses chevaux pour attaquer les navires, quoi. Ah ouais. Ça, je veux dire, ben oui, ça vous épate, hein, c'est français. Certains vont dire c'est suicidaire, mais oui, mais à un moment donné, il faut avoir le goût du risque. Hein. Ils l'ont fait. Durant la Première Guerre mondiale, les exemples ne manquent pas de l'héroïsme des petits Français qui venaient des campagnes et qui se retrouvaient plongés en enfer, dans l'enfer des tranchées. Les exemples ne manquent pas. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher les héros ailleurs pour se construire un imaginaire. Il suffit juste de regarder l'histoire. Ça suffit largement. Ouais. Et même sans forcément parler que de l'histoire, mais même la littérature et l'imaginaire français, il y a de quoi faire aussi. Oh oui, là, Monte Cristo, Cyrano de Bergerac, Les Trois Mousquetaires, sans compter tout ce que je connais pas, parce que je suis pas un grand littéraire non plus. Mais en grattant un petit peu, on trouve tout. On est obligé de trouver chaussure à sa pointure. C'est obligé. Et même au niveau féminin, il y a des. Et là, on retombe un peu plus dans le côté historique, mais j'ai pu lire les mémoires de femmes qui faisaient partie de la grande armée de Napoléon. Hein. Elle vivait avec les soldats, puisque quasiment, c'était des viandières ou autres. Bon, ben, elles sortaient le sabre et elles se battaient avec leurs frères d'armes. Quoi. Si vous voulez des exemples, même, il y en a pour tout le monde. Mais tu penses qu'aujourd'hui, les arts martiaux en France, c'est quoi? C'est ignoré ou c'est tout simplement méprisé? Alors, là aussi, question simple, réponse complexe. Parce que c'est bizarre que ça soit passé sous le tapis aujourd'hui. C'est pas passé sous le tapis par hasard. Il n'y a rien de magique. Voilà. Oui. Pour moi, je suis quand même assez je suis un amateur de science. Et quand on comprend pas quelque chose, c'est qu'on n'a pas tous les éléments ou qu'on n'a pas compris. Déjà, il faut partir d'un postulat. La France va être saignée pendant 4 ans de la Première Guerre mondiale et va être ressaignée 20 ans après pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis elle va encore être saignée et ressaignée pendant la guerre d'Algérie, de sorte que tout un vivier de connaissances, qui était gigantesque en 1914, va s'amenuiser au fil... Parce que, en fait, y a un truc logique qui apparaît, c'est que on n'envoie pas à la guerre ou même, on va dire, naturellement, ne vont pas à la guerre les couards, les faibles, et les gens qui préfèrent, qui n'aiment pas leur, entre guillemets, qui n'aiment pas leur pays, ou je veux dire, qui préfèrent s'enfuir plutôt qu'essayer de défendre le territoire national. Donc, par sélection, ne restent sur le terrain que des gens qui ont du courage et de la compétence. Donc, si tous ces gens meurent au fur et à mesure et qu'ils n'ont pas le temps de transmettre leur... Eh bien, les connaissances disparaissent. Et ça, c'est vrai pour le terme martial, mais c'est vrai pour tout. On regarde l'architecture basique, voilà, des maisons début XXe siècle, et on regarde comment on est capable de fabriquer des immeubles à la fin de la Seconde. Eh bien, il y a une baisse de niveau.
c'est construit plus rapidement, mais qu'est-ce que c'est moche, quoi. C'est dégueulasse. Donc C'est des cubes. tu rejoins par exemple les théories de gens comme Baptiste Marchais quand ils disent que les deux guerres mondiales, ça a décimé les mecs les plus épais, quoi. Tu rejoins cette théorie? C'est pas des théories, les morts, ils sont là, ils ont existé. Il y a plus d'1 million de morts quand même pour la Première Guerre mondiale au niveau français, sans compter les blessés, les mutilés, ceux qui ont perdu la boule. Vous en voyez faire, vous avez rien de... Ah, ça rebug, voyez... ton micro rebug. Là, c'est bon, là? Ouais, c'est bon. Ouais. Donc on vous arrache à vos champs ou à votre atelier, on vous envoie en enfer pendant 4 ans, et puis on vous ramène et vous voyez en bon état, mental. Alors déjà l'état physique, c'est bien d'en être revenu en bon état, mais mental, il reste des séquelles. Donc les deux guerres qui ont eu lieu durant le XXe siècle sont la pire catastrophe qui puisse arriver à la France. Il n'y a jamais eu un tel cataclysme, il n'y avait jamais eu avant. Et bon, je suis convaincu, on s'en est toujours pas relevé. Et en plus de ça, on rajoute en plus de ça, durant la Seconde Guerre mondiale, l'infamie du régime de Vichy. C'est infamie. Donc en plus de ça, non content d'avoir perdu des compétences, notamment d'avoir perdu des gens valeureux, qui ont de la valeur, hein, pas seulement du courage, mais qui ont de la valeur en tout, mais en plus de ça, on a réussi à monter les Français les uns. Et cette haine va se cumuler avec une génération qu'on nomme les boomers, hein, donc les baby. Ces gens vont être élevés littéralement dans la haine de leur pays, de leur propre pays. Et je ne sais pas comment, alors qu'ils ont tout eu, la France leur a tout. Les mecs, ils ont reçu 1500 ans de bénéfices. Ils n'ont pas vécu ils ont pas vécu de guerre mondiale, ils n'ont pas vécu de guerre tout court. Hormis ceux qui se sont engagés dans l'armée en tant que professionnels, mais bon, c'est du boulot. Donc ils ont tout eu, la France leur a tout donné. Et les mecs, la seule chose qu'ils ont eu à faire, ils ont craché à la face de Dieu, ils ont craché à la face de la France. Bon ben là maintenant, le crachat leur arrive dans la gueule, hein, le vent. Et on les entend pleurnicher en disant oui, mais avant c'était comme ça et tout. Ben oui, mais la France ressemble à comment vous l'avez. La France, vous avez vu. Ben voilà. Non, les pires. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait ce qu'on peut. Donc, cet exemple, il est vraiment... c'est flagrant pour la boxe française. En fait, on va dire que si je dois prendre... Ça rebug. Si je dois illustrer quelque chose qui ressemble vraiment le plus à la situation, c'est la boxe française. Jusque dans les années 70, la boxe française s'enseigne d'une certaine manière qui se faisait comme à la fin du 19e et au début du 20e siècle, c'est-à-dire on a une forme académique. C'est-à-dire que avant de faire des assauts, il faut d'abord apprendre les gestes. Il faut habituer le cerveau à faire des gestes corrects. Comme on n'écrit pas avant de savoir écrire. Quand je parle au niveau manuel, tu vois, tu vas pas commencer à écrire un livre si tu sais pas écrire des lettres. Bien sûr. Donc au début, il faut apprendre à faire les lettres. Puis après, il faut apprendre les mots. Il faut comprendre la signification des mots. Comment on les agence ces mots dans des phrases. Donc il faut apprendre la grammaire après. Tu vois, pour écrire un livre, il y a quand même une phase préparatoire un peu longue, quoi. Ouais. Et dans les années 70, donc les boomers arrivent en âge de pouvoir. Et ils décrètent de façon tout à fait unilatérale que tout ce qui a été fait avant eux, c'est de la merde, que eux, c'est mieux. Donc ils mettent à la poubelle la vision traditionnelle de l'apprentissage de la boxe française, et ils inventent un truc qui s'appelle la pédagogie nouvelle. Et 40 ans plus tard, la boxe française, ça ressemble plus à de la boxe française. C'est autre chose. Ça ressemble plutôt à une espèce de kickboxing avec des chaussures. Et donc ces mêmes personnes-là qui ont détruit l'enseignement traditionnel sont les premiers à dire « c'est pas normal, avant les jeunes ils boxaient mieux que ça, et maintenant ils boxent, c'est plus de la boxe française, c'est du boxing et tout ça. » Et je dis « mais les gars, c'est qui leur a appris à boxer comme ça? C'est vous. C'est vous qui leur avez appris à comme ça. Donc si la boxe française est devenue autre chose, c'est pas la faute des jeunes, c'est la faute de ceux qui l'auront appris. Et ceux qui l'auront appris, c'est vous. Donc vous êtes les responsables directs de la destruction de l'identité visuelle et technique de la boxe française. » Voilà. Vraiment, c'est le meilleur exemple. C'est cette volonté d'une génération qui a tout eu et qui s'est crue meilleure que les autres,
techniquement, elle n'a fait que récolter les fruits, qui a tout fait pour ne pas devenir le vecteur de tradition, hein, et qui après pleurniche parce que ça ressemble pas à ce qu'ils faisaient quand ils étaient gamins. Voilà, vraiment, je t'ai tout résumé là. Ouais, non, mais du coup, vu que justement cette génération-là est en train de se manger le revers de la médaille, est-ce que du coup, il faudrait pas. Est-ce que du coup, aujourd'hui, il y a une chance que ça. Enfin, je pense que oui, sinon tu ferais pas ce combat-là. Mais tu penses que du coup, là maintenant, les arts martiaux français ont toutes leurs chances de pouvoir revenir sur le devant de la scène? Oui. Ça va être long, Hmm. ça va être compliqué, mais oui. Oui, parce que, je veux dire, ce qu'on fait, c'est pas seulement le fait de boxer ou de faire de l'escrime ou tout ça. Il y a un fond intellectuel, il y a un fond culturel, c'est pas rien, quoi. Et ça, je sens, notamment ceux qui ont ils ont entre 18 et 25 ans, cette idée de se raccrocher à quelque chose qui leur est naturellement leur plaît. Ça. Je vois. Ça leur plaît. C'est souvent des jeunes. C'est souvent des jeunes qui sont intéressés par ça. Ouais, bah après, moi, l'avenir, c'est la jeunesse. Hein. Moi, techniquement, je fais partie du passé, moi. Ça y est. Hein, Non, mais je te dis ça parce que c'est très intéressant, parce qu'on dit beaucoup que les jeunes ne sont pas curieux, que les jeunes ne sont plus aussi cultivés, qu'ils sont ignorants, que tout ça. Alors que par exemple, moi je suis écrivain, beaucoup d'écrivains disent que c'est souvent les jeunes qui repartent avec des sacs entiers de livres. Et, Pierre-Yves Rougeron, lors de sa première intervention, il avait dit que c'était des jeunes de ma génération qui venaient régulièrement en réunion du cercle. Et là, tu viens de me confirmer qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à nouveau aux arts martiaux français. Donc, quelque part, c'est beau d'une certaine manière. C'est qu'en fait, toutes ces théories qu'on disait sur la jeunesse ignorante, c'était des conneries. Oui, mais ça, ceux qui parlent de la jeunesse ignorante, c'est les boomers. Comme par hasard. Ouais. Mais oui. Mais c'est normal parce que elles ne ressemblent pas à ce que ce que eux sont, et ils sont rien, quoi, au final. Qu'est-ce qu'ils laissent comme héritage, techniquement? C'est quoi l'héritage de cette génération par rapport à l'héritage de la génération de 1789? Quelle est la différence d'héritage? Alors, c'est bon ou c'est mauvais, ça, c'est chacun voit son truc dans son prix. C'est pas la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, du temps où ils étaient, du début où ils ont été adultes, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la fin de leur carrière professionnelle? Quel a été le grand changement? Ce qu'on voit, c'est que depuis les années 80 jusqu'à maintenant, la est en train de mourir littéralement. Les aspects politiques, économiques, financiers, tout se pète la gueule. Il n'y a rien qui va. Tout chie. Techniquement, on est dans une situation. Chaque fois qu'on regarde quelque part, il dit ah ouais, mais avant ça marchait bien et maintenant ça marche plus. Mais pourquoi? On ne sait pas, c'est magique. C'est arrivé comme ça. Et personne ne se pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une génération qui n'a pas fait son taf au final. Donc moi, je dis que l'avenir, c'est la jeunesse, et il faut faire confiance à la jeunesse. Mais pour pouvoir leur donner, techniquement, entre guillemets, les armes, il faut déjà commencer à leur expliquer, à leur raconter une histoire qui est pas faite que de mauvaises choses, qui est Ah, ça rebug. manger... Ton micro rebug. Je sais pas d'où ça vient. C'est le micro du PC, hein, donc je touche à rien du tout. Ouais, Donc bizarre. oui, manger sainement, c'est mieux que manger de la nourriture industrielle. Tu vois ouais, la culture générale, savoir des choses un peu en tout, ça permet de faire des liens avec qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi il y a des choses qui se passent aujourd'hui, et que si on n'a pas la compréhension de l'histoire générale de la France, de l'Europe et du monde, on comprend rien. Tu vois, il dit ouais, on comprend pas ce qui se passe. Non, en fait, c'est très normal, mais logique en fait, continuité. Mais si t'as pas les connaissances, si t'as pas les armes intellectuelles pour comprendre, c'est sûr tu comprendras rien. Mais ça, je veux dire, ça s'apprend quoi. Et puis c'est le boulot des générations. Leur boulot, notre boulot, c'est d'être un transfert, d'être un vecteur de. On n'est pas là pour apprendre pour soi-même, pour son propre plaisir. C'est nul, ça sert à rien quoi. Parce que quand vous mourrez, personne ne profitera. Tout ce que vous avez dans le cerveau, personne n'en profitera. C'est fini, ça disparaît. Ça a disparu, c'est mort. Si vous n'avez pas écrit, et même par l'écrit, de mettre à plat vraiment toute une pensée, c'est possible, mais ça prend beaucoup de temps et il faut du talent.
tout le monde n'en est pas capable, et moi le premier. Mais si on fait pas ce boulot de transfert de pensée, d'avoir le goût de la contradiction, de pas gober, ben oui, ben vous avez des gens qui, ils- en fait, ils sont nés, mais ils sont pas nés intellectuellement, ils n'existent pas. Bah, j'en profite pour citer mon père qui disait les deux nourritures les plus infinies chez l'homme, c'est le savoir et la pratique. Ouais, il faut faire les deux. Il faut, en fait, oui, il faut être compétent, quoi. Il faut être compétent dans la réflexion et dans l'action. Je vous prie de m'excuser, je sais que c'est bizarre, mais j'écoute ce que tu dis, mais en fait, il y a mon chat qui a décidé de venir nous déranger à ce moment-là. Mais t'inquiète pas, j'ai bien écouté attentivement ce que tu as dit, ne t'inquiète pas. Non, mais y a pas de souci. Non, mais tu es mais pas sur ce coup-là. Mais justement, imaginons là, il y a un jeune qui regarde Radio Dojo. Là, actuellement, il y a un jeune qui nous Ouais. regarde ou qui regardera la rediff. On mettra tous les liens en Et puis description, que ce soit pour ton amical, pour ton Discord, Superfab, même ton Patreon. On mettra tous les liens en description. Il y a un jeune, il dit les arts martiaux français. Et franchement, ça a l'air vraiment incroyable et enrichissant. J'ai envie d'être dans cette aventure-là. J'ai envie de découvrir ce bout de patrimoine. Comment on fait? Ah, ben alors, ben déjà, faut pas être feignant. Non, mais par quelle étape commencer Est-ce qu'il y a des... Déjà, en fait, si tu veux, déjà, faut être. Je veux pas décourager les gens, hein, mais faut quand même avoir un certain sens du travail bien fait, d'être un peu industrieux et d'avoir une volonté. C'est le général de Gaulle qui disait avant de pouvoir être, il faut pouvoir être. Ouais, il disait Donc même déjà- pour vivre, il faut vouloir vivre, je crois qu'il disait aussi. Ah bah oui, mais non, mais c'est voilà. Donc si on veut apprendre les arts martiaux français, ben, il faut le vouloir. Hmm. Et ce vouloir va pouvoir amener vers le pouvoir. Alors, le pouvoir. Eh ben, déjà, il y a ma chaîne YouTube, hein, qui peuvent aller voir. Il y a plus de 600 vidéos. Tout n'est pas intéressant à mort, ça je le conçois tout à fait, mais il y a quand même pas mal de... Il y a la chaîne de mon comparse Superfab, qui, là, tout est vous pouvez nous... Il y a aussi la chaîne de l'entraînement. Bien, il va me gronder si je donne mal le nom, mais voilà, où il dédie sa chaîne à l'éducation physique et le fait d'être en condition physique. Donc tout ça, sur YouTube, on le trouve facilement, où on a des liens. Puis après, on nous rejoint Discord, sur le forum Discord, l'amicale des armes français. On me contacte directement, je suis largement contactable par mail, par photo, voilà, il y a mes coordonnées qui sont accessibles. On contacte Superfab, suivant l'endroit où vous êtes, on a des référents. Il y a encore des coupures, je suis désolé. Ah, non, mais je sais pas pourquoi. Donc, je veux dire, on a des référents qui sont un peu partout sur le territoire. Maintenant, ben, il suffit de les contacter. Il y a des cours sur Lyon, il y a potentiellement des cours qui sont faisables en Vendée. Moi, je peux me déplacer un petit peu aussi. Donc, je veux dire, quand on veut, on peut. Hein. Je répète cet axiome, mais quand on veut, on peut. Et puis après, il faut aller chercher l'information par soi-même et ne pas simplement la boire d'une autre personne. Il faut lire les traités. Il faut faire cet effort de lecture et de compréhension de la pensée des maîtres. Ça, c'est vraiment... c'est super important, quoi. Il faut se plonger dedans. Ça prend du temps. Tous les traités ne sont pas accessibles. Il faut commencer par les plus faciles. Ça, faut me demander, à moi ou à d'autres. On vous dira par quel traité commencer pour habituer l'esprit à travailler sur du pur écrit parfois même. Comprendre ce qu'on lit. Et puis pratiquer. Trouver un copain, une copine, voilà. Bon, bah, et puis de fil en aiguille, c'est long, c'est clair, hein, c'est pas le chemin le plus facile, mais de voir les résultats qui arrivent et d'avoir cette satisfaction du travail qui a été fourni et qui est récompensé, parce que il n'y a que le travail qui paye, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais il n'y a que le travail qui paye, et cette satisfaction de dire ben, j'y suis arrivé, quoi. J'y suis arrivé. Et ben voilà, moi je trouve que ça c'est bien. Ça fait un peu vieille France, c'est bien. Non, mais un peu... C'est toujours bien, un peu de tradition. J'allais sortir le classique saucisson, mais on va arrêter les conneries, on va arrêter d'être cliché. Non, par contre, il y a Emile Lucas, donc, qui est auteur, éditeur et écrivain. C'est lui qui édite mon livre, notamment. Il dit, il te dit, éditeur et écrivain ici, si un jour tu me donnes le premier jet d'un livre sur ton travail, je suis prêt à t'aider à l'écriture et à le publier. Alors, c'est pas la première fois qu'on me demande
qu'on me parle de ça, je me sens pas prêt encore, vraiment. Je me sens pas prêt pour ce genre de truc, je pense, hein, mais après, il faudrait voir. Je suis pas un écrivain, c'est clairement pas mon média, l'écriture. Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas si vraiment j'arrive à faire quelque chose de possible, de bien. Mais après, pourquoi pas, hein, l'idée. Enfin, on parle de ça. Mais quand je vois le temps que ça a pris à Fabien pour écrire son livre sur la méthode Lafon, et lui, il est bon, quoi. Donc, moi qui suis un total débutant dans le domaine, ça peut être très compliqué. Après, à voir, hein. Moi, je veux dire, pourquoi pas, mais la personne qui voudra m'aider à ça, bien, hein, boulot. Hein. Ok. Très bien, très bien. Et du coup, donc tu as proposé, du coup, du coup, comme tu l'as dit, il y a ton Discord, il y a le Discord de l'amicale, il y a tes contacts, Ouais. donc tout ça. Mais du coup, par contre, il n'existe plus vraiment d'écoles ou de compétitions sur ce thème-là. Alors, déjà, tu vois, tu fais un amalgame d'un truc. Alors, c'est pas ta faute, hein, Ah, mais on parle d'arts martiaux, on parle pas de sport. Donc, je me suis encore fait avoir, putain. Désolé. ouais, mais oui, mais on parle pas de la même chose. Oui, Si oui. vous voulez faire de la compétition, il faut rejoindre une fédération sportive. C'est leur boulot, ils savent le faire, ça c'est leur truc. Vous voulez faire de la compétition, vous voulez gagner des médailles, ben, allez dans une fédération qui sait faire. Nous on fait pas ça, c'est pas notre boulot. Hmm. On n'est pas du tout sur la même longueur. Par contre, si vous êtes intéressé pour passer à l'action, apprendre. Et ça, on a donc notre carte interactive sur le blog de l'amicale où ben, sont référencés tous les membres de notre. Donc, ben, là, ça va permettre de voir ben, est-ce que c'est quelqu'un a des connaissances ou est-ce qu'il est au même niveau que vous. Peut-être que vous travaillez ensemble pour entraîner ou pouvoir. Tu vois. Et il faut bien comprendre le truc que moi, ce que je cherche quand même au niveau du profil des gens, ce sont des gens qui n'attendent pas on leur prémâche le travail. Bien sûr. Moi, je veux des gens d'action, quoi. Des gens qui arrivent à prendre des initiatives, qui parfois peuvent se tromper, mais je préfère une personne qui se trompe pendant une action plutôt qu'une personne qui connaît la vérité mais qui ne fera jamais rien de sa vie. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, si vous êtes du côté de l'Aveyron, là où je suis, eh ben, en Aveyron, ben, j'ai 2 écoles. Donc, l'Aveyron c'est grand, hein, je peux pas me déplacer partout, mais il y a quand même 2 écoles. On peut venir me. C'est pas un problème, au contraire, ça va avec grand plaisir. Et puis il y en a d'autres sur Paris, il y en a sur Lyon, comme j'ai dit. Dans les Hautes-Alpes, il y a un auteur, donc, la graine. Et Ça rebug, ton micro rebug. Putain, je suis genre, désolé. putain, c'est incroyable. Et pourtant, je te jure, je fais rien du tout. Mais je Hein. suis désolé, je suis désolé. J'aime bien, j'aime pas t'interrompre juste pour ça. Je suis Non mais obligé. attends, tu fais bien parce que comme ça peut-être ça reprend. Mais donc je veux dire, maintenant il y a des gens. Il y a 5 ans, je t'aurais dit c'est très compliqué. Je suis tout seul. 5 ans plus tard, c'est pas vrai, je suis pas tout seul. Quoi. Hmm. On est une équipe. Et on est une équipe particulièrement compétente et capable. En Normandie aussi, on a Rénal qui côté de la Haute ou la Basse, c'est à eux. Je sais pas où c'est exactement. Voilà. Il est impossible et malhonnête de dire qu'il n'y a rien maintenant. Je vois. Et vraiment, alors après, voilà, je vais faire de la pub pour on un peu. C'est vraiment, vous avez vraiment personne. Vous êtes dans le endroit où il y a tout seul, mais vous avez une connexion internet. Ben j'ai mis en place une chaîne privée, spécialiste sur Patreon, où là, toutes les semaines, je donne des cours en vidéo. Alors c'est pas des cours en direct, hein, c'est des cours privés. Ben, vous avez accès à. Ah putain. C'est-à-dire que. Je suis désolé, ça a recoupé. Donc, je disais que j'ai créé une chaîne YouTube, une chaîne Patreon, donc c'est une chaîne privée, où à partir du moment où vous souscrivez, vous avez cible en illimité, où vous pouvez, j'aborde tous les sujets. Quoi. Donc, dire qu'il n'y a rien, c'est pas possible. Dire qu'on peut rien faire, c'est pas, ou c'est malhonnête. Et dire que pas, on peut rien faire. Maintenant, il va se poser la question. Oui, mais si vous habitez à l'étranger. Ah.
Ah, est-ce que j'habite à l'étranger, par exemple, j'habite, allez, on va dire, C'est au Québec par exemple. au Québec, ben voilà, ben il y a un club qui a commencé les arts martiaux français traditionnels au Québec. Eh oui. Donc ben là aussi, suivez les actualités de la chaîne. Euh, mais, euh, mais par exemple, on va voir un autre pays francophone, la Suisse, par Hmm. exemple. La Suisse, elle va dire, ben voilà, j'habite du côté de Lausanne ou voilà. Eh ben à Lausanne, du moins dans le Lausanne, on a un éditeur en formation aussi. Donc c'est possible. Je veux dire, c'est possible. À Tu partir du régales moment toute où... l'Europe francophone, c'est bien. Ah oui, oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? D'accord, bah écoute, on mettra tous les liens en description pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure, même si on l'a dit, c'est exigeant et ça se fera pas d'un claquement de doigts. Donc si vous voulez vraiment vous lancer, moi je sais que moi je pourrais pas déjà parce que j'ai une condition physique particulière qui fait que je ne pourrais pas faire d'arts martiaux du tout en fait. J'ai été greffé hépatique et tout, donc je ne pourrais pas. Donc, Oui. mais du coup je fais cette émission quand même pour compenser et pour dire à ceux qui ont le physique et la volonté, allez-y les gars. Alors, le physique ou pas, hein, vous pouvez avoir, vous pouvez commencer à n'être pas du tout sportif, même ouais, vraiment une condition physique. Ouais, Prenez pas de je crête. parle surtout de conditions médicales, mais effectivement, oui. Voilà. Après, le médical, c'est encore autre chose. Mais je veux Ouais. dire, vous n'êtes pas du tout sportif, tout ça. Mais on va pas vous demander de faire des pompes ou des trucs comme ça. Non, on va juste vous demander de commencer à bouger, utiliser un bâton, utiliser une canne, marcher, faire des exercices simples. Mais déjà, l'action, le fait de faire bouger le corps, c'est déjà le bon choix. Tout simplement. D'accord, d'accord. Et bah écoute, du coup, on mettra tout ça en description. Et on va bientôt arriver à la fin de l'entretien. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Un petit mot pour la fin? Oh, ben, je veux dire, entraînez-vous bien, amusez-vous bien et venez faire des arts martiaux français avec nous, tout simplement. Merci à toi, Capitaine France, pour avoir accepté mon invitation. Même si, comme on Merci l'a à dit, toi de m'avoir contacté. même si, comme on l'a dit, on est c'est passé par un intermédiaire. On embrasse Laurent s'il nous regarde, grâce à qui cette émission a pu avoir lieu. Je vous remercie, vous, d'avoir assisté à cette émission. J'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous mercredi dans 2 semaines à 21h. On reprend le rythme habituel. Je ne vous dis pas le nom de l'invité, je vous le réserve pour la veille, comme vous le savez. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Salut les frolos! Allez, au revoir tout le monde.